Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive, de causerie philosophique dans le cadre des rencontres de philosophie de l'OVS, l'Observatoire Vieillissement et Société, un organisme à but non lucratif qui fait bien sûr la promotion de la qualité de vie chez les aînés, en plus de contrer l'agisme et l'auto-agisme, sans oublier d'inciter les aînés à socialiser, sortir de l'isolement et partager, notamment ici à travers des cafés et des rencontres de causerie philosophique que nous tenions sur place à l'Institut de gériatrie pendant à peu près 3 ans et demi, mais depuis le mois de juin, nous sommes en ligne via Facebook Live à travers ma page Mathieu Martel, philosophe. Donc, bien sûr, nous avons à chaque mois 2 rencontres. La rencontre d'aujourd'hui porte sur le relativisme. Celle du 18 février, toujours les jeudis à 13 heures, portera sur l'oisivité créatrice. Et si vous allez bien voir sur ma page Mathieu Martel Philosophe, tous les événements sont inscrits jusqu'au mois d'avril. Donc, vous allez pouvoir apprécier l'événement et avoir un rappel, la semaine de l'événement et le jour même. Donc, dans la section événements, vous allez avoir toutes les rencontres et j'ai même choisi les sujets pour le mois d'avril. Donc, nous avons février, mars et avril. N'hésitez pas à partager, à aller les voir et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à aller réécouter mes rencontres personnelles ou via les rencontres de l'OVS à travers la section vidéo. Donc, salutations à tous et à toutes. Vous pouvez me dire un petit bonjour, vous qui êtes là. N'hésitez pas à vous manifester. Je vais vous poser bien sûr des questions durant cette rencontre philosophique. Juste me dire si l'image est bonne et que le son est bon. Aujourd'hui, nous allons parler du problème du relativisme. Salutations à Martin qui est dans le Nord et aux abonnés, aux gens qui me suivent depuis un long bout de temps. Salutations à Christine, Vanda, Véronique. Et j'espère peut-être même aller faire un petit tour au YMCA Park via la plateforme Zoom. On a eu une rencontre au YMCA Park. Merci de l'invitation. Et je vais peut-être y retourner au mois de mars. J'attends les propositions. Mon sujet est prêt. J'ai bien hâte de vous revoir, les habitués du YMCA Park. Super. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du relativisme. Juste avant ça, vous dire que nous avons une rencontre de la Saint-Valentin, juste aller voir sur ma page Aimer autrement et un atelier, bien sûr, à la fin du mois, le 27 février, qui s'intitule S'éveiller à son être. Donc, ça demande des inscriptions, bien sûr, mais allez les voir, bien sûr, il y a un beau sujet. Parfait. Donc, le problème du relativisme. OK. Vous savez qu'il y a d'une part, les gens confondent souvent la théorie de la relativité d'Einstein et le relativisme. Il ne faut pas mélanger les deux. La théorie de la relativité d'Einstein, seuls les scientifiques bien formés peuvent vous l'expliquer ou les amateurs de sciences. Et je ne me ferai pas, bien sûr, ni l'amateur ni le spécialiste de sciences aujourd'hui pour vous parler de la relativité, soit restreinte ou générale, élaborée par Einstein. Il ne sera pas question de cela. Mais il sera question d'une idée qui remonte aux premiers philosophes qu'on appelait notamment les sophistes qui allaient donner des conférences à Athènes. Quand on pense aux maîtres de la sophistique athénienne, on pense à Antiphon, on pense à Gorgias, on pense à Protagoras. Et Protagoras est celui qui a déclaré l'homme est la mesure de toutes choses, des choses qui sont, hein, de celles qui sont et de celles qui ne sont pas. Je n'ai pas la phrase en grec élaborée de façon précise, mais je vous dis de mémoire que c'est Protagoras qui a soutenu cette thèse-là que l'être humain est la mesure de toute chose. Qu'est-ce que cela implique comme proposition?
Cela implique que c'est l'être humain qui, à travers les jugements, va, euh, donner un point de vue sur la réalité. On a vu à travers l'étude des jugements qu'il y a plusieurs types de jugements. Ça sera même un de nos sujets au mois d'avril, les types de jugements en philosophie. Mais je vous fais juste un petit rappel qu'on peut énoncer des jugements de type, des jugements de goût, du style j'apprécie les pommes et les oranges. On peut aussi énoncer des jugements de goût, mais des jugements de valeur. Hein. Il est bien de s'entraîner physiquement. On peut énoncer des jugements de fait, et ce qui est intéressant, qui concerne les jugements scientifiques. L'eau bout à 100 degrés lorsque la pression atmosphérique ne dépasse pas tel élément, par exemple. Et on a des jugements normatifs. Hein. Il faut être discipliné, il faut arriver à l'heure, toujours formulé à partir de jugements normatifs, les obligations. Qu'est-ce que Protagoras dit? Que c'est l'être humain qui, à travers l'usage du langage, va élaborer des jugements sur ce qu'il appelle la réalité. Hein? Et souvent, ça a posé beaucoup de problèmes. La question à savoir, est-ce que nos jugements se rapprochent de la réalité? Il faut aussi nous demander qu'est-ce que la réalité? Est-ce que l'être humain est à même de connaître le réel? Est-ce que la connaissance est possible? La connaissance du réel, ou sommes-nous toujours décalés par rapport au réel? Mais certes, il n'y a pas de connaissance sans formulation de jugement, mais un jugement qui repose sur des êtres humains. Donc, ce sont les êtres humains qui vont juger. Je salue Niki de l'OVS et du MCI Parc qui vient de se joindre à nous, Micheline, Nicole, Anne-Marie, Mélanie, Doris, Isabelle et compagnie. Merci d'être là en ce beau jeudi après-midi du mois de février. Ça annonce bien hein, quand même. Quel beau temps. Revenons à Protagoras. L'être humain est la mesure de toute chose. C'est l'être humain qui va élaborer des jugements de toutes sortes. Par ailleurs, ça peut laisser aussi sous-entendre que c'est l'être humain, le sujet, qui est le critère de la vérité et de ses opinions. Et c'est là qu'on tombe dans la notion de relativisme. Que la vérité est relative à l'opinion du sujet. Voilà ce qu'on entend au niveau de la connaissance par relativisme. Hey, salutations à Paul, notre chercheur en sociaux. Salutations. Donc, le relativisme, vu de manière, bien sûr, qui est décriée par les philosophes et par les honnêtes chercheurs de vérité, c'est de ramener c'est de faire en sorte que opinion et vérité, ça soit lié. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les opinions que vous émettez sont nécessairement vraies. Et voilà le problème. Les gens qui sont des tenants du relativisme, et souvent ils ne le savent pas, ils croient que toute opinion, ils confondent le droit à l'opinion dans une société, dans un état de droit, dans une société libre, de liberté d'expression. Même au Canada, on est quand même... Il y a certaines opinions qu'on ne peut pas émettre. Tout ce qui tombe dans l'appel à la violence, à la révolte, à la menace de mort, ce sont des opinions décriées et interdites. Mais les gens qui soutiennent la position relativiste vont dire que j'ai le droit à mon opinion et mon opinion est une vérité parmi tant d'autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire, ça? Qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence? Ça peut amener que toutes les opinions se valent.
et sont bien sûr à être, comment dire, sevales et ont autant de poids, peu importe la situation, le contexte. Mais cela, on va voir dans quelques instants que ça ne tient pas la route. J'aimerais vous écouter à savoir, quand vous entendez, on va commencer avec une première question, quand vous entendez la question, tout est relatif, qu'est-ce que cela, à quoi associez-vous cette expression, tout est relatif? Donc j'aimerais vous entendre premièrement pendant que je continue mon laïus concernant le problème du relativisme. Là, je suis dans le domaine plus épistémologique. Tantôt, on va toucher le relativisme culturel et on va le questionner également. Donc, la personne relativiste qui soutient que tout est relatif, mais là, je veux quand même vous entendre, dit que, ben, mon opinion, c'est la vérité et chacun a son opinion, donc chacun a sa vérité dans tous les domaines. OK? Ça nous fait aussi dire que le droit à l'opinion est valable finalement en toute chose, dans toute situation, dans tout domaine, dans toute circonstance. Mais là, premièrement, nous allons distinguer deux choses. Certes, dans une société démocratique, nous avons le droit de nous exprimer, de donner notre point de vue, notre opinion, de réfléchir, de pratiquer l'évaluation de toutes sortes de propositions politiques, économiques, des points de vue idéologiques. Nous avons le droit de réfléchir, de penser, bien sûr. C'est beau, certes, la liberté d'expression, mais comme disait Kierkegaard, à quoi bon la liberté d'expression si on ne peut pas penser et si on ne se donne pas le droit de penser, de réfléchir? Je continue. Donc, le droit à l'opinion de ne pas être confondu avec que les opinions sont valables en toute situation, en tout, selon des contextes différents. Donc, que dit la thèse relativiste c'est que, bon, ça dit que l'être humain, c'est le critère de la vérité, aussi que la vérité est relative à chacun, hein, à l'opinion, et que le droit à l'opinion est valable en toute chose. Mais il y a une différence entre donner mon opinion et que la force de mon opinion, et entre la force et la véracité de mon opinion. Je prends toujours, bon là vous me dites que tout est relatif, ça veut dire que ça dépend de comment chacun voit les choses. On reviendra là-dessus. C'est vrai que lorsqu'on parle, on dit tout est relatif, on parle aussi de point de vue, de perspective. Il est toujours intéressant d'entendre, et si vous prenez, d'entendre autour, mettons, d'un meurtre, colliger, hein, récolter d'abord les témoignages, les évidences, faire des liens, réfléchir, se poser des questions et voir des contre-exemples pour en arriver à une conclusion. Donc, certes, le fait qu'on relativise, le mot relativisme peut aussi nous amener à la question de relativiser. Le terme le relativisme peut ouvrir sur d'autres concepts. Hein. On a dit tantôt qu'il y avait la relativité générale et restreinte. Chez Einstein, c'est pas ce dont on parle. Là, Nikki nous dit que tout est relatif, ça veut nous parler, ça nous invite à considérer des points de vue différents. Et là-dessus, je suis d'accord. Hein? C'est important d'avoir plusieurs points de vue sur une situation. C'est intéressant d'écouter les témoignages par rapport à une situation de crime, une scène de crime, par exemple. Et le mot relativiste, on peut aussi penser on peut utiliser l'expression apprendre à relativiser dans sa vie, hein, au niveau moral. OK? Donc, relativiser, ça veut dire amoindrir, hein, de regarder l'ensemble plutôt que les détails et cesser de se concentrer simplement sur des détails pour voir ou avoir une vue d'ensemble. Donc ça, c'est positif dans un sens, apprendre à relativiser.
pour mieux vivre au niveau moral, pour être moins stressé par une situation. OK? Par exemple, je vais revenir à mon sujet, j'ouvre une parenthèse sur la notion de relativiser. Ce n'est pas vraiment ce dont on parle aujourd'hui, mais abordons quand même ce point. On peut se dire, bon, ça va mal dans ma vie. Certains vont dire, ça va extrêmement mal, c'est l'enfer, c'est presque la fin des temps. Mais quand on apprend à relativiser, on va regarder ce qui va bien et pas juste ce qui va mal. Et se demander, bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui ne va pas. OK? Donc, relativiser, c'est au niveau moral. Je reviens à mon sujet. OK. Là, il y a un problème avec mon opinion, c'est la vérité. Au niveau des jugements de goût et dans des jugements d'appréciation, de goût, il n'y a pas de problème. Et c'est certes qu'au niveau des jugements de valeur, il y a une part de subjectivité aussi dans les jugements de valeur. Quand je dis je crois qu'il est bien de s'entraîner, jugement de valeur, et lorsque je déclare je crois fortement aimer les oranges et les agrumes, ça c'est un jugement de goût. À la différence entre le jugement de goût et le jugement de valeur, il y a une différence entre les deux. Les jugements aussi d'appréciation de la beauté d'une œuvre d'art, c'est subjectif. On dit que les goûts sont souvent subjectifs. Mais si on analyse, des fois on peut analyser l'art d'un point de vue plus technique. OK? Et là, c'est là qu'on va fournir des arguments au niveau des jugements esthétiques. Mais revenons à notre jugement de valeur. Le jugement de valeur nécessite, pour être soutenu, une argumentation. Une argumentation solide. Si je vous demande pourquoi est-il bien de s'entraîner, vous allez pouvoir souvent, de manière très soudaine, me proposer des arguments. Ça me donne de l'énergie pour effectuer mes tâches dans la journée. Ça me procure, je me sens mieux intérieurement. Là, c'est un sentiment, mais ça peut être aussi ça m'aide, comment dire, m'entraîner, ça me donne une discipline et ça fortifie ma posture, ce qui m'incite à faire d'autres actions durant ma journée. Mais on pourrait aussi s'asseoir sur des faits scientifiques ou des statistiques pour soutenir un jugement de valeur. Mais demandons-nous, est-ce vrai la position relativiste qui dit que toutes les opinions se valent, que toutes les opinions sont équivalentes? Est-ce que c'est vrai que toutes les opinions se valent lorsqu'on tombe dans les jugements de fait, les jugements de valeur et les jugements normatifs? Si on accepte, si on dit que toutes les opinions se valent, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien comme étant s'inscrivant dans une forme de supériorité. OK? C'est comme si on se posait la question, mais si Dieu est mort, OK, il y a comme une histoire avec ça, la mort de Dieu. Si Dieu est mort, tout est permis. Si Dieu est mort, je peux faire n'importe quoi. Tout est possible. Il n'y a plus d'autorité morale au-dessus de mon action. OK? Mais certains diront que oui, mais il y en a qui tuent au nom de Dieu, au nom de l'amour. Donc, il y aurait un contre-argument ici. Mais je reviens à mon point. Si toutes les opinions se valent, que faire de ceux qui recherchent la vérité et qui veulent l'élaborer au niveau philosophique et scientifique? On parle bien sûr au niveau scientifique d'élaborer une vérité qui est démontrée par l'expérimentation et des raisonnements, des déductions mathématiques. Puis au niveau philosophique, on parle d'une vérité de l'ordre du sens, de la signification. Donc, si toutes les opinions se valent, est-ce que c'est vrai, selon vous, que toutes les opinions ont la même valeur? Est-ce que c'est vrai que tout est relatif au point de vue, à la perception, aux sensations que fait un sujet? Bon, je vais vous proposer deux arguments. Premièrement, je le répète souvent, celui-ci. Lorsque nous sommes malades, nous avons le rhume, par exemple.
Dans une situation où nous avons le rhume, quel est le meilleur liquide à ingérer? OK? Donc, on va voir que ça ne peut pas tenir la route, la position relativiste dans une situation, juste dans le fait d'être malade et d'être enrhumé. Est-ce qu'on peut boire n'importe quoi? Parce que la position relativiste nous dit que ben, c'est ça, ça dépend des opinions. OK? Donc, pour guérir un rhume, si je vous demande quels sont les liquides préférables à ingérer, vous allez me dire quoi? Du vinaigre, du vin, vous allez me dire du lait, vous allez me dire, hein? Ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a, des boissons à ingérer qui sont meilleures que d'autres lorsque nous avons un rhume. Et cela vient, bref, réfuter la position relativiste qui dit que toutes les opinions se valent en matière de vérité euh, au niveau des faits, ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas opérer un patient n'importe comment. On ne peut pas construire un pont de n'importe quelle manière. Hein? On ne peut pas devenir un champion olympique en faisant n'importe quoi. Il y a des principes, il y a des études à faire pour devenir médecin, il y a des principes à développer au niveau de l'entraînement, de la pratique pour être un champion. Et pour guérir quelqu'un, ben, il y a des remèdes meilleurs que d'autres. OK? Donc, c'est là qu'on voit que la position relativiste qui dit que toutes les opinions se valent, qu'il n'y a pas vraiment de vérité, que chacun a sa vérité et que tout est relatif à mes interprétations, à mes impressions, à mes sensations, à comment je me sens, ça ne tient pas la route. Posons-nous la question, par exemple, voilà, posons-nous la question, par exemple, au niveau des sensations. Si j'ai ma rame, je fais du canot, je mets ma rame dans l'eau, je vois la rame, je la perçois fractionnée. Mais non, c'est un effet d'optique. Est-ce que je dois dire que parce que je perçois la rame comme étant croche, qu'elle l'est? Si je vais vérifier avec mes mains et toucher à la rame, je vois bien que l'effet d'optique me trompe. Donc, entre le sens du toucher et la perception, il y a ici une contradiction. Donc, il faut mener une enquête. On ne peut pas simplement se fier à nos premières impressions, à ce que l'on sent pour élaborer un savoir philosophique ou scientifique. Demandons-nous comme troisième question, est-ce que c'est vrai que tout est basé selon mes perspectives et points de vue? Bref, on a vu l'histoire hier, hein, dans les médias. On a arrêté quelqu'un à partir d'un point de vue de caméra. Mais là, on a découvert qu'il y avait un deuxième point de vue de caméra montrant un deuxième suspect lors d'une arrestation. On a arrêté quelqu'un par erreur basé sur des motifs, hein, des preuves, la vue. Imaginez qu'on peut quelquefois condamner des gens sans preuve évidente. Et c'est peut-être pour ça qu'on a élaboré le principe de présomption d'innocence et le principe aussi de doute raisonnable pour ne pas envoyer des gens, ou parce qu'on avait envoyé des gens en prison de manière erronée. Donc, c'est très important, hein, même pour, imaginez-vous, un professeur qui fonctionnait sous le mode relativiste. Tout est relatif. Aujourd'hui, j'attribue des notes aux gens qui aiment tel style de musique. C'est mon opinion, c'est mon impression, c'est mon critère. Donc, c'est pour ça qu'en philosophie, par exemple, lorsqu'on évalue une copie, il y a des critères. Et lorsqu'un médecin procède à un diagnostic,
il fonctionne avec l'expérience, mais avec des critères et à partir de connaissances, à partir d'études. OK? Donc, c'est pour ça que, certes, l'approche, comment dire, tout est relatif, l'approche de la relativité des impressions, des sensations, tant au niveau du goût, de la perception, oui. Mais pour établir, par exemple, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Donc, si je suis relativiste, ben, mon impression est vraie. Mais pouvons-nous mettre nos impressions à un moment donné entre parenthèses et attendre, aller vérifier? Donc ça, c'est une approche un peu plus scientifique, c'est-à-dire, ou même phénoménologique, la mise entre parenthèses de nos ressentis, de nos impressions, de nos jugements. Hein? Si on perçoit quelqu'un et on a l'impression qu'il est un tueur, est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment un tueur? Donc, c'est ça l'autocritique. Se demander si mes sensations, mes impressions sont vraies. Peuvent-elles me tromper? Pouvons-nous nous tromper? Est-ce que chaque point de vue est... Est-ce que parce que nous avons 6 points de vue, que les 6 points de vue par rapport à une situation sont vrais? Les perspectives. Donc, je vais avec les commentaires ici. Merci d'être là, les amis. On est une vingtaine pour cette rencontre de philosophie réflexive dans le cadre des rencontres de l'OVS. On est bien sûr soutenu par Sibylla S. qui croit en la philosophie et qui nous soutient depuis plusieurs années pour vous présenter ces rencontres philosophiques. L'OVS, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 18 ans, fondé par plusieurs personnes qui étaient bénévoles. Je remercie les bénévoles de l'OVS, Johanna, Ginette, Denise, Alida et bien sûr Denise et les autres bénévoles qui sont avec nous pour maintenir cet organisme qui favorise la socialisation chez les aînés, le fait aussi de sortir de l'isolement, d'échanger, et bien sûr qui a comme mission la qualité de vie des aînés et contrer l'agisme et l'auto-agisme. Vous irez voir le site de l'OVS, aussi sur Facebook, Observatoire Vieillissement et Société. Véronique nous dit que vérifier les impressions, c'est important car c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé mentale. Hein? Si moi j'ai l'impression que je suis Napoléon, est-ce que je suis vraiment Napoléon? Hein? Si j'ai l'impression que je suis écouté par le FBI à travers mes prises de mon ordinateur, est-ce que c'est vrai? Donc, Véronique nous dit que c'est intéressant parce que souvent, on peut avoir des opinions sur les choses. Hein? C'est quelqu'un qui est plus dans une perspective qui vit un épisode paranoïaque peut croire qu'on lui veut du mal ou qu'on l'espionne, etc. Mélanie dit qu'en fin de compte, les faits ne sont jamais neutres parce que nous récoltons des données, des faits, et après, bien sûr, il y a un sujet qui interprète et qui fait des liens. C'est intéressant ce que dit Mélanie. En fin de compte, le savoir objectif, est-il possible? Hein? Bonne question. Est-il possible d'élaborer un savoir strictement objectif, c'est-à-dire, organisé, basé sur des liens logiques, la récolte de faits, à travers une méthode scientifique, est-ce que c'est possible d'être totalement objectif? Parce qu'il y a quand même des êtres humains qui font des liens. Mais est-ce que les êtres humains sont capables de mettre de côté leurs valeurs? C'est une bonne question. Est-il possible de faire fi de notre part singulière, de notre idiosyncrasie, de notre personnalité, de nos valeurs quand on fait un jugement?
Merci pour vos commentaires, les amis. Salutations à Martin, Isabelle, Mélanie qui viennent de se joindre à nous. OK, si je crois que la Terre est plate, est-ce que c'est vrai? Hein? Tout est relatif à mon opinion. Moi, je crois que la Terre est plate. Mais des spécialistes, des scientifiques sont capables de démontrer à travers plusieurs preuves, calculs et expérimentations que la Terre n'est pas plate. Si je soutiens, regardez, on peut avoir aussi une attitude dans le relativisme, on peut avoir les gens qui n'ont pas d'argument, qui vont aller avec une position, je suis certain que c'est vrai car j'en suis convaincu et c'est ma position personnelle, donc ma position personnelle, elle est vraie. Premièrement, il faut élaborer une position avec un jugement. Ensuite, l'appuyer avec des arguments. Tantôt, je ramenais à l'élément lorsque nous sommes malades, nous avons le rhume, quelle est la meilleure boisson à prendre? Je m'étais arrêté là-dessus. Certes, un bouillon, un jus, de l'eau chaude, etc., c'est certes mieux que boire du lait, que boire du vinaigre ou boire du vin. OK? Donc, vous voyez qu'il y a des arguments qui plus forts que d'autres selon une situation, et voilà ce que vise la philosophie. Je continue sur mon point. Maintenant, donc on a parlé, on a essayé de montrer que le relativisme, premièrement, il ne s'agit pas de la théorie d'Einstein, de la relativité générale restreinte. Quand on parle de relativisme épistémologique, on ne parle pas non plus de dire que, on ne parle pas de perspective, hein, que tout est perspective, tout est point de vue. OK? Mais là, tantôt, on va élaborer le relativisme culturel, puis on va voir que c'est une question aussi de valeur et bien sûr de point de vue. Là, on est dans le relativisme épistémologique. On s'est aussi dit que le relativisme ne réfère pas au concept de relativiser les choses. Hein, comme dans l'expression, regardons l'ensemble de ta situation, relativise ta manière de voir ton échec dans un examen ou ta réussite. Hein, parce que des fois, des gens disent « je ne suis pas bon en mathématiques », j'ai 95, mais finalement, c'est que je ne suis pas dans l'excès, je ne suis pas parfaite. Donc, il y en a qui vont dire, relativise, tu n'es pas parfaite, mais tu es excellente. OK? Voilà, donc dans la question de la relativisation. Mais maintenant, passons à la notion de l'autoréfutation du relativisme, puis après on parlera du relativisme culturel. Puis on va se demander, est-ce que on peut. Certes, il y a un relativisme culturel, mais est-ce qu'on doit s'empêcher de formuler des jugements de valeur par rapport aux pratiques religieuses, culturelles, etc. Hein? Est-ce qu'on doit simplement dire, là, chacun vit dans son pays à sa manière, puis tout est bon, chacun fait ce qu'il veut, et on n'a pas notre mot à dire. Hein? On va vérifier ça. Maintenant, je passe pour montrer que la position du relativisme au niveau épistémologique, au niveau de la connaissance, n'est pas acceptable. Qu'est-ce que je dis à ce niveau-là? Le relativisme, qu'est-ce que c'est? Je fais juste le rappel. Mon opinion, c'est la vérité. OK? Je suis un individu qui a une opinion parce que je le pense, parce que je le dis, parce que j'y crois, c'est vrai, sans le démontrer. Donc ici, c'est mon point de vue, hein, on est comme dans les lignes ouvertes, c'est mon point de vue. Le droit à l'opinion ne veut pas dire que ton opinion est intelligente, que c'est la meilleure, que c'est la mieux argumentée. Hein. C'est ça qu'on veut montrer. OK? Donc je pense que vous comprenez déjà. OK. Montrons que le relativisme est contradictoire au niveau épistémologique. Un relativiste va souvent dire, il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une vérité, il y a juste des points de vue. Il y a juste des perspectives. Hein? Même Nietzsche était là-dedans, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a que des interprétations. OK? On n'a pas accès vraiment à une vérité ou à des vérités selon des perspectives, selon des domaines précis.
Donc, le relativiste va dire, ben, mon opinion, c'est la seule qui est vraie, mais là, on se rend compte que tout le monde a son opinion sur un sujet. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 10 000 opinions et 10 000 vérités? Posons-nous la question. Alors, on rencontre un relativiste qui nous dit, la vérité n'existe pas. OK? Tout est relatif à chacun. Il n'y a que des vérités relatives à chacun. Il n'y a pas vraiment, mettons, en physique, là, il n'y aurait pas de vérité relative. OK? Allez dire ça à des physiciens, qui bien sûr, ce sont des vérités qui sont susceptibles d'être révisées. Hein? Bien sûr, on fonctionne comme ça en science, avec des hypothèses qu'on révise. Voilà, dans le temps. Donc, une personne vous dit, la vérité n'existe pas. Et là, on va tout de suite voir ce qui se passe. Je vais faire un lien avec Aristote. Donc, la vérité n'existe pas. Cette personne-là, sans le savoir, énonce quelque chose dans lequel elle croit fortement. Elle est convaincue que la vérité n'existe pas. Donc, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des points de vue relatifs. Et là, ce qu'elle fait, en disant ça, elle dit, ben, ma proposition, la vérité n'existe pas, j'y crois, je suis convaincu, elle est vraie. Donc, d'une part, elle va dire, la vérité n'existe pas, et d'autre part, il sous-entend que ce qu'il dit est vrai. Donc, ici, on peut voir une forme d'autocontradiction du point de vue logique. Il énonce à la fois que la vérité n'existe pas, mais il prend sa proposition comme étant une proposition vraie. Donc, il dit une chose et son contraire. Contradiction. Voilà. C'est ce qu'on utilise souvent pour montrer, pour aller plus loin que l'opinion et de l'associer à la vérité. Maintenant, allons voir, et là, je vais vous poser des questions davantage. Allons voir le relativisme culturel. OK. Vous savez que les mœurs, les traditions, les pratiques, les manières de vivre diffèrent selon les cultures, hein, selon les croyances religieuses aussi. On pourrait être tenté de dire, bien sûr, hein, qu'en Italie, on vit comme en Italie. Au Québec, on vit comme étant au Québec. Mais ici, ça fonctionne plus ou moins parce qu'on est un peuple tellement ouvert. Hein, comme disait Michel Chartrand. Tolérant au maximum. Le Québec, hein, tolérant, patient. Et là, je ne dirais pas le troisième, parce que Michel Chartrand, qu'est-ce qu'il a déclaré? Épeureux. Bon, notre Michel Chartrand qui n'avait pas la langue dans sa poche. Donc, on pourrait tenter de dire que, bon, laissons tout le monde vivre comme il veut. Mais est-ce que ça se peut? Premièrement, est-ce que ça se passe comme ça dans les faits? Hein? Donc, François, je vais arriver avec ton point, c'est intéressant. Donc, au niveau culturel, hein, dans certains pays, être gay est une malédiction, une déviance, et on punit des gens pour l'adultère, pour le fait d'être gay, etc., et que ça mérite la peine de mort. Donc, voilà pourquoi, en fin de compte, qu'est-ce qu'on se dirait? Salutations à Daniel qui vient de se joindre à nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Okay? Est-ce qu'on va dire, ben écoutez, on va accepter tout ce qui se passe ailleurs, hein, des comportements comme la lapidation, la peine de mort, les coups de fouet, etc., et d'autres pratiques. Hein? Vous voyez que même en Chine, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un certain peuple musulman qui se fait justement, qui est dans des camps de réforme, etc. OK? Donc, posons-nous la question. Certes, il y a des différences culturelles, religieuses, morales, mais posons-nous la question, dans une perspective plus inspirée des Lumières et de l'esprit critique, hérité des Allemands et des Français, notamment.
est-ce que tout est valable et acceptable dans nos cultures, dans nos coutumes, dans nos manières d'être? Est-ce que ça ne mérite pas évaluation et réflexion? Hein? Et là, on peut se poser des questions comme des pratiques ancestrales. Moi, je pensais par exemple, doit-on, mettons, au niveau même de l'environnement, hein, est-ce qu'on ne mérite pas de revoir nos manières de faire? Oui, mais culturellement, on l'a toujours fait ainsi. Hein, mais peut-être qu'il faut se questionner et se demander si nos actions sont bonnes pour l'être humain, l'environnement et nos semblables. Peut-être que nos critères ont changé. OK? Donc, si on se donne la peine de réfléchir en philosophie, on tentera d'aller à la recherche des meilleurs arguments possibles. Donc, on parle d'arguments cohérents, structurés formellement et véridiques. OK? Qu'on prenne des éléments comme se demander que l'utilisation de certains pesticides sont nocifs pour l'être humain, l'environnement. Il y a des individus qui veulent faire de l'argent au détriment de la vie des autres, au détriment du respect de l'environnement et de leurs propres employés. OK? Donc, posons-nous la question, est-ce que nous devons adopter un point de vue relativiste, c'est-à-dire que ça se passe comme ça en Chine, ça se passe comme ça, est-ce qu'on doit suspendre notre propre évaluation de ce qui se passe, suspendre notre jugement et nous dire ils s'arrangeront. Donc là, si on tombe là-dedans, on tombe dans le non-dialogue, on tombe dans une attitude qui, abandonne l'esprit critique pour la différence culturelle. Spinoza, dans le traité 20, du traité théologico-politique, a fait une critique de la religion. OK? Dans le traité théologico-politique au complet, il va étudier le judaïsme, le christianisme, les livres sacrés, etc. Et il veut élaborer une religion naturelle. Donc, il montre ce qui est, ce qui est propre à la superstition, de ce qui est propre à la vraie religion naturelle. Il va résumer la religion naturelle, après l'avoir passé au crible de la raison, à 3 principes. Certes, j'ai la foi en un Dieu, en mon Dieu, j'ai la foi, etc. Je m'abandonne à ses lois, etc., d'une part. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit que la religion naturelle, c'est quoi? Pourquoi je parle de Spinoza? Parce qu'il a critiqué à son époque, il a été banni, bien sûr, on lui a lancé une malédiction, un RM, etc. Il l'a eu difficile, mais il a critiqué les agissements. Il a élaboré, bien sûr, les principes de la démocratie, entre autres, avec Locke et compagnie, mais moderne, mais Spinoza a critiqué la religion pour en retenir 3 principes. Qu'est-ce qu'une religion naturelle? La foi en un être supérieur. Deuxièmement, aider son prochain, OK? En acte. Troisièmement, tenter d'être équitable. OK? Donc, 3 principes. Tout le reste, nous dit Spinoza, est superstition, délire de quelconque sorte. Donc, tu as beau faire des rituels, de prier à distance pour quelqu'un, etc. Pour Spinoza, il a ramené ça, bien sûr, à 3 éléments simples, pratiques, au niveau de l'action. Aider autrui, être équitable, puis avoir la foi en un être transcendant. Dans son cas, c'est sûr que Spinoza n'est pas transcendentaliste, mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, les amis, le relativisme culturel aussi, malgré que, oui, l'art est fait de plein de points de vue. Oui, il est intéressant d'écouter les points de vue de tout ordre. Il est intéressant de découvrir des cultures différentes. Mais certes, au niveau moral, il faut se questionner et se demander si, pour nous, est-ce que c'est un comportement, je parle au niveau moral, au niveau des mœurs, hein? Est-ce que c'est un comportement que nous trouvons valable ou acceptable? Est-ce que tout est acceptable? Et c'est encore une fois là que peut-être le relativisme culturel
Même le relatif culturel, on ne peut pas avoir une position relativiste totale au niveau culturel, bref, d'une tolérance absolue, car on se souviendra bien sûr des mots de Karl Popper à ce niveau-là. Appliquer la tolérance absolue en viendrait à tolérer ce qui est intolérable pour la dignité de l'être humain. Hein? Donc l'hyper-inclusivité, l'hyper-tolérance va faire même en sorte de tolérer ce qui est intolérable pour à la fois la démocratie, à la fois pour la dignité humaine. Donc, c'est dangereux, l'espèce de position hyper relativiste culturelle où on dit, ben, chacun fait ce qu'il veut dans sa cour, dans son pays, à sa manière, tout est acceptable. Hein? Et c'est peut-être là, comme des exemples qu'on a amenés, lorsqu'il est question de... C'est ce que Kant avait amené au 17e, au 18e, hein, une éthique basée sur le respect un de ses critères, le respect de la dignité et de l'intégrité physique et morale. En ce sens, pour les philosophes et aussi pour les scientifiques, tout n'est pas relatif, même pour en éthique, qu'on se rappelle notre philosophe allemand, éthicien Spiemann, qui tente de montrer que, au niveau éthique, il y a quand même une forme d'objectivité. Oui, il y a certains comportements à travers les cultures qui sont condamnés au niveau éthique. OK? Admettons la violence faite aux enfants ou le fait de ne pas aller secourir une personne en danger lorsqu'on est près d'une personne, ce sont des comportements qu'on peut dire souvent qui sont universaux. OK? Donc, il y a certains... Spiemann va mentionner qu'il y a certains comportements qui pourraient être ramenés près d'une éthique plus objective, plus universelle. Véronique nous dit être neutre par rapport à ce qui se passe d'odieux dans le monde, sans réagir, c'est peut-être c'est manquer d'empathie et des fois c'est même comment dire, c'est même de l'égoïsme profond ou tant qu'à ça de la psychopathie pour certains hein, qui vont abuser du malheur des gens. Donc les amis, pour le philosophe, tout n'est pas relatif. Hein? Il recherche toujours le meilleur argument, fondé quand il soutient des jugements d'ordre de valeur ou normatif, il tente de les argumenter le mieux possible. Hein? On avait pris plusieurs exemples dans d'autres lives à ce sujet. Donc, je vais vous poser une petite question pour poursuivre notre rencontre. Hein, je vous pose la question à savoir, tantôt je vous ai posé la question, que veut dire pour vous tout est relatif? Et là, je vais vous poser la question, que pensez-vous de mon exposé concernant le relativisme? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui dans la perspective que j'ai comme présenté la position relativiste? Peut-être que vous pensiez que ce n'était pas ça, être relativiste. Peut-être que vous pensiez que c'est d'avoir un point de vue différent, une perspective. Hein? Mais là, on parle vraiment de gens, bref, comme disait Nietzsche, le fait d'être convaincu, la conviction hein, n'assure pas que nous avons de bon argument d'être convaincus. Mélanie dit qu'il y a un problème avec la Croix-Rouge qui, à la fois, aide, je ne suis pas au courant, là, mais autant les bourreaux que les victimes. Oui, concernant l'artiste, oui, les artistes aiment beaucoup présenter des points de vue. Je n'ai pas parlé d'art aujourd'hui, mais de toute façon, le but de l'art, c'est d'interpeller le sujet qui perçoit et de le réveiller à une forme de signification à la fois intuitive et sensible, hein? Symbolique, on parle à travers des symboles, on parle à travers des couleurs, puis lorsqu'on utilise la musique,
on réveille bien sûr des états émotionnels. Bon, Martin dit qu'il est devenu un convaincu. Bon. Donc, les amis, notre rencontre sur le relativisme aujourd'hui, hein, c'était pour nous questionner à savoir que lorsque nous adoptons des points de vue du genre, ben là, tout est relatif, tout dépend du point de vue, chacun a le droit à son opinion, c'est ton opinion, c'est la mienne, qu'est-ce que ça crée comme effet? Ça crée que on se coupe du dialogue. Un dialogue qui peut être, bien sûr, fait dans le respect de l'écoute. Le droit à l'opinion, c'est d'écouter la pensée de l'autre et d'essayer de le comprendre. Ensuite, de lui demander, bien, pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et si on est capable d'avoir des dialogues euh, avec ouverture et l'écoute des arguments, bien là, on tombera dans une vraie dialectique philosophique et non pas simplement dans le fait de désirer avoir absolument raison à tout prix. On tentera de rendre raison et non pas d'avoir raison de manière absolue. Certes, on se fait aussi, à travers la discussion philosophique, on se fait ébranler dans nos propres convictions. Parce que souvent, nos convictions, s'attacher à certaines de nos valeurs, nous rassurent. Hein? Et ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas une situation que nous ne pouvons pas être à l'écoute et demander à quelqu'un de nous expliquer ce qu'il vit. Et tout le temps d'avoir justement relativiser, c'est important aussi de relativiser, d'avoir un point de vue, voir le problème sous plusieurs angles, au lieu de s'enfermer dans des jugements gratuits, des convictions et bien sûr ce qu'on appelle du relativisme, croire absolument à ses opinions sans les remettre en question, sans les réévaluer, sans les critiquer, sans les confronter à d'autres points de vue. Alors les amis, sur ce, je vous remercie d'avoir été présent aux rencontres de philosophie réflexive pour vous dire qu'on a une autre rencontre de l'OVS dans 2 semaines à 13 heures. Dorénavant, toutes nos rencontres sont à 13 heures. Le 18 février, il fera toujours de plus en plus beau. Nous serons là à 13 heures pour parler de l'oisiveté créatrice. On a une rencontre de la Saint-Valentin dans mes rencontres personnelles. Allez voir ça. Aimer autrement le 13 février à 13 heures. Ça dure 1h30. Et à la fin du mois, je propose un petit atelier qui s'intitule S'éveiller à son être le 27 février de 13 heures à 15 heures. Donc, en espérant vous y voir, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et bonne réflexion, bonne poursuite de réflexion en cette belle journée du mois de février, du 4 février. Salutations à tous et à toutes. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt tout le monde. Nous allons nous revoir peut-être prochainement. Je ne sais pas, je vais peut-être faire un petit live impromptu, bien sûr. Mais sinon, on se revoit le 13, le 18 ou le 27. Bye à tout le monde. Prenez soin de vous.